Bonjour tout le monde, bonjour Juliette Mancini. Bonjour. Et vous allez apparaître bientôt, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous me voyez, mais puisqu'on va commencer à parler de votre bande dessinée, Juliette Mancini, je voulais d'abord vous laisser la parole pour la présenter avec vos mots. Je pourrais dire que c'est une bande dessinée introspective, je pourrais dire que c'est un autoportrait, mais peut-être de l'entendre de votre part, de ce que vous avez voulu à travers cette histoire exprimée, ce serait bien pour commencer cette rencontre. Juliette Mancini. Mhm. Alors, Éveil, c'est le récit d'une jeune femme qui se remémore les moments déterminants dans sa construction personnelle, que ce soit sur des questions politiques, des questions familiales ou dans son rapport avec sa féminité. Et donc avec son corps. Et avec son corps, voilà. C'est un livre qui parle de l'intime. Euh, En fait, c'est mon deuxième livre. J'avais publié déjà chez Atrabile De la chevalerie, qui abordait déjà ces questions de rapport de domination, de liens hommes-femmes, et puis des frustrations potentielles de certaines femmes d'être cantonnées à un rôle de femme. Mais dans mon premier livre, c'était abordé de façon beaucoup plus humoristique, de façon aussi un peu grotesque par moments, avec des personnages voilà, qui étaient très cartoonesques. Et, euh, et dans Éveil, j'ai essayé d'aborder ça de façon peut-être plus sincère, sans me cacher derrière des blagues ou des fantaisies. Euh, voilà, c'est un récit qui est très intime, en même temps qui, je l'espère, parle à, à beaucoup de gens. Qu'est-ce qui a été au départ de cette envie de raconter, de vous raconter, Juliette Mancini? En fait, le projet, il a démarré pendant que je faisais une résidence avec les ateliers Médicis. J'étais dans un programme qui s'appelle Création en cours et j'intervenais dans une école primaire à Montfermeil. Et donc, je faisais des ateliers bande dessinée avec des élèves d'une dizaine d'années. Et puis, on travaillait sur des thèmes voilà, de politique, d'histoire, d'intime, de liens familiaux, etc. Et de voir la façon dont les enfants parlaient, racontaient des choses sur la politique, ce qu'ils arrivaient à comprendre en fait de questions qui me paraissaient très complexes et à d'autres moments pouvaient être dans des interprétations complètement fantaisistes de la politique. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant et ça m'a fait me remémorer des souvenirs d'enfance liés à la politique. J'ai réfléchi aussi aux événements qui m'avaient marqué. Et ça a été les premières pages d'éveil. Donc j'ai commencé vraiment avec euh, les pages qui parlent de La Vache folle, de Monica Lewinsky, du 11 septembre, euh, de Le Pen face à Chirac, etc. Et à partir de ça, j'ai commencé à, à écrire des petites scènes sur les conversations en famille autour de la politique, sur comment avec mes amis au collège, on pouvait échanger, comment ça devenait très vite des débats très affectés sur la politique. Et petit à petit, ça m'a guidée vers l'écriture de scènes plus sur les traumatismes familiaux. Et puis la partie, disons, plus féministe, enfin en tout cas la partie sur la féminité est venue petit à petit, dans un deuxième temps. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est entouré d'enfants que vous êtes allé vous-même
à la recherche de votre enfance, à vous poser des questions sur comment vous avez évolué à partir de votre enfance. Est-ce que c'est pour cela, Juliette Mancini, que vous avez utilisé les crayons de couleur? Est-ce que c'est parce que c'était intimement lié à l'enfance, aux enfants qui vous entouraient, à vos souvenirs d'enfance, qui est vraiment le point de départ de votre réflexion, de ce récit graphique introspectif? Alors, je n'ai pas choisi les crayons de couleur pour cet aspect-là. Dans mon premier album, j'avais travaillé seulement au crayon à papier. Et, enfin, j'ai l'impression que dans l'écriture d'une bande dessinée, comme ça se déroule sur un temps long, avec un outil qui est défini, ben, le temps de la bande dessinée, ça permet d'apprendre à dessiner en quelque sorte. C'est-à-dire que ça permet d'arriver à une maîtrise d'un outil. Et, et du coup, j'avais l'impression d'avoir travaillé suffisamment le crayon à papier pour pouvoir passer à quelque chose en couleur. J'avais envie de faire de la couleur. Et, et dans le crayon de couleur, il y a quelque chose que j'aime bien dans le trait, c'est-à-dire qu'on peut dessiner, faire des lignes très fines, avoir si on appuie davantage, on va avoir un trait plus épais. On peut passer à de l'aplat très facilement, on peut mélanger les couches, on peut les superposer, etc. Et donc, il y avait vraiment plutôt une envie de travailler cet outil-là. Et puis d'être en couleur. Après, peut-être que le crayon de couleur, c'était aussi, il y avait un côté lié à l'enfance dont j'avais pas forcément conscience au moment où je l'ai choisi. En tout cas, votre traitement graphique est très personnel. J'ose pas parler de bande dessinée expérimentale. Néanmoins, Juliette Mancini, puisque ça y est, enfin, Chris Ware est Grand Prix d'Angoulême, je voulais avoir votre sentiment avant d'ouvrir le débat aux étudiants jurés sur le sacre de Chris Ware. Bah, Chris Ware, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'admire, dont j'ai lu beaucoup de livres. Je suis très heureuse qu'il soit. Enfin, je vote pour lui depuis un certain nombre d'années. Donc, je suis très heureuse qu'il soit Grand Prix du Festival d'Angoulême cette année. C'est étonnant parce que c'est une influence majeure pour moi, alors que graphiquement, enfin, nos styles sont vraiment très, très, très différents. Mais en tout cas, dans son approche de la narration, dans la façon dont il compose ses pages, dont il joue avec les bulles, le texte, voilà, l'aspect conceptuel dans la narration, il me parle beaucoup. Et je pense que Éveil, je dirais pas que c'est de la bande dessinée expérimentale, loin de là, mais il y a quelque chose dans la narration qui est peut-être un petit peu inhabituel. On va ouvrir donc le débat. J'ai vu que Nathanaël a levé le bras, ou la main plutôt, pour poser une question. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Ouais, on vous entend. Parfait. Eh bien, du coup, bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous avez du coup choisi la bande dessinée pour raconter cette histoire et non pas, par exemple, le roman ou même la poésie? Bon, bah, parce que déjà, je suis autrice de BD à la base. Disons que c'est un médium que je connais. Je ne sais pas si je le maîtrise, mais en tout cas, je le connais. Euh, En fait, ce qui était assez intéressant dans le travail sur cette bande dessinée, c'est que j'ai écrit du texte, c'est-à-dire j'avais vraiment mon texte séparé, quoi, sans vraiment penser aux images au départ. Et je l'ai beaucoup retravaillé et je l'ai beaucoup coupé aussi. Et c'est-à-dire que l'image permet de raconter tellement de choses que parfois, si je gardais le texte
avec les images auxquelles je pensais, ben, c'était complètement redondant. Et du coup, au moment de passer au dessin, il y a vraiment des scènes que j'ai coupées, que j'ai retravaillées pour que ça fonctionne vraiment avec l'image. Et ce que je trouve passionnant avec la bande dessinée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que il y a le texte qui dit quelque chose, l'image qui peut dire le contraire. On peut raconter des choses donc dans ce rapport texte-image, mais aussi dans ce qui peut se passer d'une case à l'autre, d'une page à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très rythmé, qui peut être très complexe en fait dans la composition voilà, d'un livre, d'un récit. Et, Et la couverture illustre très bien vos propos, Juliette Mancini. On en parlera après. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui passent par l'image que j'aurais eu du mal à raconter juste à l'écrit dans un roman. Je pense que voilà, il y a quelque chose, il y a une émotion aussi qui passe par l'image, de voir des corps morcelés ou de voir un corps qui se transforme en statue, une statue qui est détruite. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent d'accéder à des émotions. Et je ne pense pas que j'aurais réussi à le faire dans une forme plus littéraire. Merci Avant beaucoup. de passer la parole Pardon, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Nathaniel? Nathaniel, oui. Et non, merci. Nathaniel, et vous pouvez allumer votre caméra, là, Nathaniel. Hein. Ah, bien sûr, oui. Je ne sais pas du coup si on me voit. Oui, là, c'était juste du coup pour vous remercier. Là, Déjà je pour vous la bande vois. dessinée. Et vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon? Ok, Ouais, parfait. ouais. Et merci. Enfin, voilà. Merci à vous. Merci, Nathaniel. Daphné Perron, avant de vous laisser poser la question, votre question ou vos questions hein, à Juliette Mancini, je voulais vous poser aussi une question, Juliette, parce que vous traitez cette histoire en parlant de vous, et on le sait tout de suite, mais vous n'utilisez jamais le je, vous préférez passer par le tu. Est-ce une manière aussi à vous de prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous avez vécu ou vis-à-vis du fait d'adapter des choses vécues en bande dessinée, en fiction? Dans une première version, j'avais écrit cette BD à la première personne. Et j'avais beaucoup de mal à trouver le ton juste. Je trouvais que le jeu... Enfin, en fait, je pense, dans une sorte de jugement en utilisant la première personne. Et puis, j'ai essayé d'écrire à la deuxième personne. Et tout de suite, il y a des choses qui se sont mises en place. Et bizarrement, j'ai pu dire des choses de façon beaucoup plus franche, des choses que je me serais peut-être pas permises à la première personne. Et du coup, d'être avec le tu, ça permettait en effet de mettre à distance, euh, de m'adresser, enfin d'être extérieure à l'objet d'étude. C'est-à-dire que je pouvais me regarder avec une certaine distance et puis m'adresser à ce moi duquel je pouvais un peu me déconnecter, quoi. Et du coup, ça me permettait aussi de passer de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, de façon plus facile. Et j'ai gardé le jeu dans les pages, dans certaines pages qui sont des pages de rêve et qui viennent rythmer le récit. Et du coup, je voulais voilà, avoir ces deux moments, c'est-à-dire parler du rêve et du coup de l'inconscient et de ce qui transparaît dans nos rêves en le reconnectant au jeu et puis que le reste soit avec le tu. Puis je trouve que pour le lecteur aussi, il y a quelque chose de... Ça peut être assez troublant quoi, de lire un livre qui s'adresse
directement au lecteur. Enfin, on ne sait pas si le narrateur parle à lui-même ou s'il parle au lecteur directement. Et pendant que Daphné Perron allume sa caméra, je voulais juste vous poser la question, ça vous a pris combien de temps pour faire cette bande dessinée, Éveil au pluriel, Juliette Mancini? J'ai mis 2 ans et demi à peu près, en travaillant sur d'autres projets, évidemment, en parallèle. Daphné Perron, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, est-ce qu'on vous voit? Allumez votre caméra, n'hésitez pas. Elle est allumée normalement. Bon, alors très bien. Donc, bonjour Juliette. Du coup, je voulais savoir à quel âge vous avez commencé le dessin, s'il y a des artistes ou des auteurs qui vous ont inspiré et quelle est la BD qui vous a le plus inspiré, qui vous a donné envie d'écrire des BD? Alors, j'ai grandi en lisant beaucoup d'auteurs et autrices de l'association. Donc, par exemple, Lewis Trondheim, Johann Sfar et compagnie. J'ai commencé, en fait, j'ai fait un bac art appliqué, donc j'ai suivi un cursus assez tôt dans le domaine des arts appliqués et j'ai fait une formation de graphisme. Donc, j'ai pas étudié la bande dessinée en particulier. C'était une activité que j'avais en parallèle de mon activité de graphiste. Et puis, ces dernières années, en fait, j'ai fait de moins en moins de graphisme et de plus en plus de dessins et d'ouvrages. Dans les BD qui ont été des inspirations, enfin des moments de révélation majeure, il y a par exemple Ici de Richard Maguire, qui est un récit qui se passe dans une maison en fait, et puis au fil des pages, le temps passe, on garde le point de vue de la maison et puis le temps passe, des personnes différentes vont emménager, la maison va être détruite, reconstruite, etc. C'est un album qui est assez conceptuel, mais qui est vraiment hyper beau. Voilà, je le conseille si jamais. Très bon conseil, merci Juliette Mancini, sachant que cette maison, c'est au fil des siècles qui raconte son histoire, c'est aussi l'histoire de l'Amérique. Marion Lamarche, vous êtes avec nous, vous allez allumer votre caméra et poser des questions, toutes les questions que vous voulez à Juliette Mancini. Est-ce qu'on m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, mais on vous voit. Très bien. Moi, j'avais une question à propos des couleurs dans Éveil. J'ai peut-être surinterprété un peu, mais pour moi, le bleu, ça représentait donc le personnage principal féminin, donc plutôt le soi, et le orange, plutôt l'autre, ce qui est extérieur et qui veut nous affecter, je dirais. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Très bonne question que je ne vous ai pas posée en interview. Est-ce que les couleurs ont une signification pour vous, Juliette Mancini? Alors pour moi, en fait, les couleurs m'ont permis de différencier les 3 grandes thématiques du livre, c'est-à-dire la politique, le rapport à la politique, la famille et puis le féminin. Donc les chapitres, en fait, enfin, on passe d'une thématique à l'autre et puis le changement de couleur nous donne une indication par rapport à ça. Après, j'ai pas consciemment, j'ai pas conceptualisé davantage l'utilisation des couleurs. Il y a, naturellement, le orange éclate davantage à l'œil, donc ça permet de souligner, de mettre en avant des choses. Donc, potentiellement, oui, montrer, par exemple, les intrusions dans les pages sur le harcèlement ou sur des moments où des hommes se frottent, touchent, commentent, etc. Le rouge, ça permet de mettre en exergue des petits détails et donc ça vient aussi marquer l'autre par rapport au soi.
Merci. Merci. On va prendre d'autres questions, mais Juliette Mancini, il y a aussi dans votre récit et graphique une envie d'inventaire. Hein. Je parle à toutes ces listes que vous dressez, que vous commentez, que vous dessinez, que ce soit vos références littéraires, mais aussi vos références culturelles ou toutes ces personnalités qui ont porté le combat féministe. Est-ce que pour vous, c'était aussi important de les exprimer, de les inventorier? Oui, c'était important de... En fait, j'essayais de faire un peu le tour de tout ce qui avait pu me construire. Alors là, je fais des inventaires qui sont quand même assez réduits pour que ce soit pas trop pénible pour le lecteur aussi, mais peut-être que j'aurais pu faire, je sais pas, 10 pages de références de lecture, par exemple, qui m'ont vraiment profondément marqué. J'aime beaucoup les inventaires dans la littérature aussi. Enfin, c'est quelque chose qui me touche, que je trouve vraiment intéressant. En fait, je trouve intéressant l'idée qu'on soit habité par des choses qui nous sont extérieures, euh, par voilà, des textes de personnes variées, par une culture aussi plus populaire de films, par exemple, qui est en fait des images qui nous transforment sans qu'on en soit vraiment conscient. Et du coup, faire ces inventaires, c'était une façon d'essayer de comprendre tout ce qui avait pu me modeler euh, dans le positif et aussi le négatif. Merci Juliette. Est-ce que Julie, elle, est avec nous? Oui. Alors, oui, alors j'arrive. Je ne sais pas si vous me voyez, bonjour. Ça y est, on y va. Enchantée. Bonjour, alors, Julie. je voulais vous poser une question, Juliette. En fait, par rapport au récit, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, notamment par rapport au fait que vous avez travaillé le dessin et le texte un peu séparément, pas comme un ensemble. Mais j'ai trouvé que dans votre récit, ce qui était super intéressant aussi, c'est que vous parlez pas mal de l'ambivalence qu'il peut y avoir sur certaines situations où justement il y a une grande violence qui peut être dénoncée aujourd'hui, notamment en tant que femme, et en même temps une forme de satisfaction qu'on peut y trouver. Et c'était très intéressant de mettre en lumière cette ambivalence. Mais je l'ai vachement retrouvée en fait dans la manière de construire votre récit elle-même, où il y avait justement cette narration à la seconde personne, avec ces listes qui font qu'au final, ce récit très personnel, il est un peu désincarné. Et en même temps, ce dessin qui arrivait, et qui pouvait justement, comme vous le disiez, traduire d'une violence et de la puissance de certaines situations. Et du coup, je me demandais si c'était vraiment un but, peut-être pour vous, qui était recherché dès le départ, de se dire que ce texte qui allait peut-être être un peu plus désincarné, allait pouvoir amener une forme d'universalité à votre vécu, qui est très personnel, alors que le dessin, lui, allait plus traduire de l'émotion, de la force et parfois de la violence des situations qu'elle décrivent. Oui, alors, c'est très intéressant. Je pense que c'est un texte qui a été assez douloureux à écrire. Il y a des choses qui, alors que enfin, c'était pas. C'est assez étonnant quand même de faire un récit sur une base autobiographique parce que les événements qu'on relate sont pas forcément traumatisants. Enfin voilà, ils sont pas forcément chargés émotionnellement, ou en tout cas on a l'impression qu'ils le sont pas tellement. Et puis quand on se met à écrire sur le sujet, il peut y avoir des choses qui sont très difficiles à, à écrire. Et puis j'avais une crainte aussi d'être je sais pas, d'être. Je voulais pas être dans une complainte ou je voulais pas non plus être complaisante. Et, et du coup, je voulais garder une sorte de sobriété dans le texte.
Et puis l'image vient en effet parfois complètement transformer le texte, vient ajouter de la violence. Et ouais, l'image peut être vraiment très puissante, l'image d'une façon générale, quoi. Et ça m'intéressait de travailler ça, de montrer en effet les ambivalences. Enfin, c'était vraiment ce qui me portait à la base, c'était de me dire, ben voilà, il y a des choses qui nous paraissent intolérables et en même temps qui nous satisfont ou qui viennent toucher quelque chose à l'intérieur de nous où voilà, on n'est pas... finalement, ça devient tolérable malgré tout. Et du coup, d'avoir ce texte peut-être plus calme, sans trop d'émotions, bah, ça permettait de trouver un équilibre entre les deux. Merci beaucoup. Merci. Julie, vous pouvez rester avec nous parce que vous avez parlé des listes en parlant du caractère universel de ce récit. Et pourtant, ces listes placent bien Juliette Mancini dans une époque bien définie et marquent bien ses choix, donc son caractère. Comment vous vous êtes retrouvé avec ces listes? Est-ce que pour vous, c'était un repère pour mieux connaître l'auteur, pour mieux connaître son époque, sa génération? Alors, moi, quand j'ai lu votre œuvre, ce qui m'a frappée en fait avec ces listes, c'était justement l'impression que vous aviez envie de vous détacher de vous-même. Et j'avais l'impression en fait presque de lire un récit un peu cathartique, mais qui a déjà, où la catharsis a déjà eu lieu parce qu'on a déjà passé le stade on va dire de la violence de la catharsis, et on arrive à un récit qui est presque médicalisé, j'ai envie de dire, comme un psy qui viendrait dire à son patient, bah, tu t'es construit ainsi, et en fait qui a déjà fait l'analyse. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant et assez fort aussi. Et de voir qu'au final, peut-être que justement, la violence de la catharsis, elle se retrouvait plus dans le dessin que dans le texte lui-même, qui lui était déjà très abouti, très... Il y avait beaucoup de recul en fait, c'était ça qui était assez dingue. On avait l'impression qu'il y avait vraiment un gros travail qui avait été fait en amont d'analyse, etc., de juste arriver aussi à digérer, parce que comme vous l'avez dit, se confronter à son vécu de cette façon et le questionner, ça peut être difficile aussi personnellement. Et que du coup, c'était un récit qui était assez apaisé finalement par rapport à tout ça, et qui venait le dire, bah voilà, c'est la façon dont je me suis construit, je vis avec, et c'est pas pour ça qu'il faut pas le questionner, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait particulièrement de la violence dans ce récit, dans la manière de le raconter en tout cas. C'était comme ça que je l'ai traduit. Très bonne analyse. Qu'est-ce que vous en pensez, Juliette Mancini? Oui, je pense qu'il y a en effet un travail analytique qui a été fait, qui est important. Et justement, cette peur que j'avais d'être trop, de mettre trop de moi finalement, en faisant un récit qui soit vraiment analytique, ça me permettait aussi d'être en recul, quoi, de pouvoir voir les choses de façon plus apaisée. Et donc voilà, c'était vraiment un point important dès le départ, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Alors, on va prendre Zélie Viennot dans un instant, mais je voulais revenir sur ce que vous venez de dire, Juliette Mancini, quand vous dites « je ne voulais pas être dans la complainte et en même temps, je ne voulais pas être complaisante ». Est-ce que le dessin servait à ça? Est-ce que vous avez, comme si c'était une variable d'ajustement, c'est-à-dire quand c'était trop dur, trop intense, il y avait le dessin pour rattraper ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire tout à l'heure? Je sais pas, parce que en fait, il y a des choses, certains passages, je me suis dit, oulala, mais est-ce que je peux mettre ça? Est-ce que je peux assumer d'écrire ça, de dessiner ça? Et puis, une fois que c'était dessiné, finalement, je trouvais que ça avait du sens, quoi. J'arrivais à me dire, en fait, si, c'est important.
Et puis, une fois que c'était dessiné, c'était extérieur à moi, quoi. Donc, il y avait... Enfin, voilà, j'avais aussi beaucoup travaillé les visuels pour pouvoir les regarder avec un œil un peu plus extérieur et me dire, oui, ça fonctionne. Il y a une émotion qui passe, qui n'est pas forcément la mienne, enfin, qui n'est pas, voilà, qui est pas forcément une émotion qui me submerge. Et, et ça fonctionne. Et il y a des pages que j'ai redessinées, je ne sais pas, 5 fois peut-être, avant d'arriver à un résultat que je trouvais valable. Quand vous dites valable, c'est-à-dire quelque chose qui peut être partagé, quelque chose qui peut toucher les lecteurs, ou qu'est-ce qui était pas valable au début et qui devient pour vous ensuite, après travail, retravail, redessiner, quelque chose que vous pouvez publier, donc partager? Je pense quelque chose que je peux assumer, où je me dis, en fait, c'est-à-dire que dans ce récit, j'évoque beaucoup la honte. Et la honte, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à assumer. Et en même temps, une fois qu'on l'assume, ça va beaucoup mieux, je trouve. Et en même Et temps, c'est universel, la honte. oui, complètement, mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est universel et en même temps, on a l'impression d'être toujours complètement isolé dans sa propre honte. Et, et du coup, il y a des pages, voilà, où je me disais, oulala, mais est-ce que je peux montrer cette honte que j'ai eue? Qu'est-ce que ça va renvoyer de moi? Qu'est-ce que ça va dire, etc. Et puis, je sais pas, il y a un moment où on se dit, là, c'est juste. C'est-à-dire il est plus vraiment question de moi, il est question d'autre chose, euh, d'un sentiment en effet universel. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce, ce, ce personnage, il disparaît pour parler d'autre chose, quoi. Merci. Zélie Viennot, est-ce que vous êtes avec nous? Vous pouvez Oui, allumer la caméra et poser votre question ou vos questions à Juliette Mancini. bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Alors moi, je voulais vous demander si votre œuvre, vous pensez qu'elle pourra permettre peut-être une prise de conscience ou plutôt une volonté de s'instruire sur la condition de la femme et sur des choses peut-être qui nous paraissent anodines comme finalement le sexisme ordinaire. Comme moi, ce qui m'a marqué dans votre œuvre, c'est le moment à l'école où la maîtresse demande deux garçons forts. Et c'est des choses, oui, qui paraissent peut-être anodines pour la plupart des gens, mais qui nous ramènent tout le temps en fait à notre condition de femme et de fille, et finalement qui nous fait sentir inférieurs dès l'enfance, dès le primaire. Et est-ce que pour vous, cette œuvre, donc qui est incroyable, pourrait du coup donner envie à vos lecteurs de s'instruire justement sur tout ça? Est-ce qu'il y a un côté militant dans votre entreprise vous racontez, graphique? Merci beaucoup, Zélie. Très bonne question. Merci. En fait, je pense que ce que j'évoque de la féminité, des rapports parfois très compliqués, voilà, homme-femme, de réflexes qu'on peut avoir en tant qu'enseignant ou en tant que n'importe quoi, enfin de tous, on a des réflexes qui peuvent être sexistes et puis sans qu'on s'en rende forcément compte. Tout ça, j'avais envie d'en parler parce que dans mon entourage, finalement, beaucoup d'hommes autour de moi qui étaient féministes, enfin qui étaient en tout cas dans une idée d'égalité homme-femme, etc., pouvaient avoir... je sentais que parfois, il y avait une incompréhension entre nous et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas perçues de l'expérience féminine et où c'était pas forcément une volonté de leur part de nuire ou ou d'asseoir une domination, mais juste c'était une méconnaissance de cette expérience-là et du coup ça m'a permis
voilà, d'essayer d'expliquer les choses. Et depuis, j'ai eu des conversations vraiment hyper intéressantes, éclairantes et très sincères avec différentes personnes d'âges variés. Et du coup, je me dis, bon, ben, ça a servi au moins à ça. Je ne sais pas si ça va aller plus loin que ça, j'espère. Mais bon, après, c'est toujours... c'est très perturbant d'écrire un livre parce qu'une fois qu'il sort, une fois qu'il est imprimé, ben, il nous appartient plus. Et puis les gens, ils en pensent ce qu'ils en veulent. Et quand il est sorti, j'avais un peu j'avais une petite angoisse en fait bon, comment est-ce qu'il allait être reçu, est-ce que des gens comprendraient quelque chose, est-ce que certains se reconnaîtraient dans ce récit ou pas du tout. Et donc voilà, après les retours que j'ai, en tout cas les retours positifs que j'ai pu avoir, ils allaient dans le sens que vous évoquez, quoi, de discussion et de découverte aussi pour certains de ce que ça peut être. Avec autant de lecteurs que de lectrices, Julie? Je pense que j'ai des retours d'hommes aussi tout à fait intéressants. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On passe maintenant à Joanne Hébert qui doit être avec nous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on va bientôt vous apercevoir si vous allumez la caméra. Ah oui, je l'ai rééteinte. Voilà. Alors moi, j'avais 2 questions. Je ne sais pas s'il y aura le temps pour les 2, mais en tout cas, la première, c'était que moi, j'avais remarqué que vous développez quelque chose qui s'apparente à un vocabulaire graphique ou à un espèce de langage graphique. Je pense notamment à ces 2 pages où il y a différents concepts que vous illustrez avec des formes assez simples et que vous développez en même temps dans la BD différents passages où il y a différents styles graphiques qui sont utilisés, plus ou moins stylisés, ou en tout cas qui fonctionnent de manière différente. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en parler un peu, nous dire comment ça s'inscrit dans la narration, quelle a été votre démarche par rapport à ça. C'est venu petit à petit. En fait, le style de dessin a changé, s'est modifié par rapport à ce que j'écrivais. Et du coup, à certains moments, j'avais envie d'être dans quelque chose de plus agressif. Du coup, je voulais un trait plus nerveux. À d'autres moments où ce qui importait, c'était plutôt l'idée de superposition pour faire apparaître des choses. Quand j'ai dessiné, par exemple, à partir de photographies, à ce moment-là, j'essayais d'être dans quelque chose qui soit plus réaliste. Et puis, à d'autres moments, je voulais vraiment que ce soit le symbolique qui émerge, qui soit le plus présent. Et donc, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure du travail où j'ai pu voir que par moment, mon dessin, il s'adaptait lui-même, quoi. Et il y a des pages que j'ai refaites, et puis jusqu'au moment où j'en avais vraiment marre, et puis du coup, je dessinais de façon hyper rapide, presque sans contrôle, et puis il y avait quelque chose qui se dégageait de cette énergie que j'avais envie de garder, quoi. Donc voilà, ça a été un peu au fur et à mesure. Mais vraiment pour ajouter au propos, quoi, pour traduire le texte de la meilleure façon possible. Restez avec nous, peut-être qu'on aura le temps de revenir à vous pour la deuxième question, mais là, j'ai envie d'entendre Floriane Rollin qui est avec nous. Bonjour Floriane. Alors. Bonjour, oui, je suis là, excusez-moi. Allez, caméra. Oui, j'allume ma caméra. Et vous pouvez poser votre question, Floriane. Bonjour, oui, alors moi, ça rejoint un peu la question de Joanne, puisque je voulais vous poser une question sur votre dessin.
qui propose une réflexion sur les formes. J'ai l'impression que vous ne travaillez pas dans le détail, dans la précision. Et j'ai l'impression que votre dessin laisse l'impression que l'être humain recherche ses propres formes, celles de son identité, mais également du monde autour de lui, et sans finalement le trouver. Par exemple, à la fin, votre personnage se pose la question «Qui es-tu?» et le lectorat a en face de lui une planche aux barreaux de prison. Et parfois, il y a des mots ou des phrases qui sont identifiés à des images, comme par exemple, du coup, le pénétré, le pénétrant, ou encore à la fin, colère, honte, de quoi son corps est-il la mémoire. Mais il semble que ces associations ne proposent aucune vérité et que finalement, ces mots et phrases associés aux images ne sont que des propositions de forme. Et je voulais savoir si finalement, il faudrait penser que nous ne nous saisissons jamais nous-mêmes et que nous ne saisissons pas non plus notre monde. Bonne lecture, en tout cas. J'ai en effet la fin avec le personnage qui est en train de tâtonner dans une sorte de fumée épaisse. C'était une façon de dire, ben là peut-être qu'il y a eu une analyse, peut-être qu'il y a des choses qui ont été découvertes et comprises, mais ce n'est que temporaire. Et puis sans doute qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et puis, d'une façon générale, j'aime pas du tout donner de réponse. Enfin, je suis quelqu'un qui doute beaucoup et du coup, je pense que c'est une façon aussi de dire, ben, c'est à chacun d'explorer. Peut-être que ce que j'ai écrit, ça va faire écho à des expériences d'autres personnes, mais dans tous les cas, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir, on a des aveuglements, etc. Et ça se traduit en effet dans la forme. Merci, Floriane, pour la question. On passe à Colin Fréchon, je crois. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, est-ce que vous me voyez? Alors, on vous entend déjà, ce qui est bien. Et là, on vous voit. Bonjour. Alors, en fait, vous avez déjà un peu répondu à ma question, notamment avec la question de Johan. Et c'était à propos des différents styles graphiques. Et j'ai trouvé intéressant que vous voguiez un peu entre le pictogramme. Parfois, ça va presque sur des pictogrammes. Et parfois, justement, vous avez dit que vous travaillez d'après photo. On est presque dans le photogramme, à l'inverse. Et moi, donc, j'allais plus axer. Donc, ma question, c'était un peu comment vous choisissiez. Est-ce que vous avez recommencé, tâtonner un peu sur est-ce que vous alliez faire un dessin très réaliste ou pas sur tel ou tel personnage. Et donc, j'avais plutôt l'axé sur l'émotion. Par exemple, dans les scènes de famille, il y a un peu le mélange. Il y a parfois, les personnages de votre famille sont très stylisés, presque avec un masque, et parfois plus réalistes. Et est-ce que vous avez trouvé ça plus facile de passer une émotion avec l'un ou l'autre, peut-être? Oui. Alors, il y a une question qui se pose quand on fait un récit voilà, avec des personnages qui existent, c'est à quel point est-ce qu'il faut qu'ils soient ressemblants ou est-ce qu'il faut... Enfin, est-ce que ça a de l'importance ou pas que ça soit ressemblant et je pense que je suis pas sûre que les gens de ma famille se ressemblent vraiment. Il y a peut-être quelque chose de leur personnalité et tout ça qui reste. Mais comme le personnage, le dessin qui est censé me représenter, je suis pas sûre que ce soit très ressemblant non plus. C'est pas vraiment d'une grande importance à mes yeux. Et du coup, après, ben oui, c'est en effet l'émotion, passer d'un registre un peu réaliste à quelque chose de plus dramatique. Par exemple, la scène pendant les attentats en 2015, où on voit des personnages là qui ont vraiment des masques. Enfin, c'est d'un coup, tous ces personnages ont l'air complètement masqués avec une angoisse quoi, qui est commune, quelque chose de la stupéfaction. Là, on est dans un trait qui est beaucoup plus minimaliste.
Et moi, je trouve ça intéressant d'arriver, de pouvoir moduler le dessin comme ça, tout en gardant une cohérence d'ensemble, se dire, en fait, on n'est pas obligé de dessiner que d'une seule façon. On peut, suivant ce qu'on essaye de dire, on peut transformer, on peut se défaire du réalisme, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est ça. Oui. Non, en plus, en fait, ce que je trouvais, juste pour finir, intéressant, c'est que même dans les personnages qui sont plus réalistes, il y a à la fois, quand c'est les personnages de votre famille, c'est un dessin assez réaliste, mais avec quand même de l'émotion. C'est ça que je voulais dire. Et à la fois, quand c'est, par exemple, des personnages politiques, Macron, Le Pen, ou des acteurs, peut y avoir un côté presque caricatural, un peu humoristique, un peu... moi, ça m'a fait penser un peu au dessin de Olivier Schrauen. Parfois, c'est presque ridicule dans l'outrance, en fait. Enfin, et donc presque un peu désincarnés avec un peu de recul. Et donc, je trouvais ça intéressant de réussir à avoir ces deux degrés, même dans le réalisme, plusieurs degrés différents, quoi. Donc voilà, c'était... D'accord. Merci. Colin, vous restez avec nous, puisque je vois que vous êtes un féru de bande dessinée, si tant est que ce sont bien des bandes dessinées qui sont derrière vous. Tout à l'heure, Juliette Mancini disait qu'elle a été vraiment marquée par l'association, enfin par les auteurs de l'association qui, dans les années 90, sont venus avec leur autofiction. Hein. C'était surtout ça qui avait marqué cette époque et cet éditeur indépendant. Vous classeriez Juliette Mancini avec plutôt ces gens-là, ou pour vous c'est un genre nouveau, c'est-à-dire dans votre bibliothèque, vous la mettrez où, Juliette Mancini, éveil de Juliette Mancini? C'est difficile à dire, mais effectivement, mais moi j'ai évoqué Olivier Schrauen parce qu'en plus je trouve que dans la forme, oui, dans la couleur, la forme, enfin, je trouvais qu'il y avait des expérimentations qui pouvaient un peu se retrouver. Enfin, moi, je m'y retrouvais un peu notamment avec la séquence un peu enfin, sur la colonisation, et qui fait quand même pas mal penser au regard un peu critique et avec du recul d'Olivier Schrauen sur son grand-père, je crois. Je ne me souviens plus exactement. C'est un livre aussi qui m'a beaucoup. On n'a pas très bien entendu Juliette Mancini. Je ne sais pas, il y avait un problème de micro, mais vous disiez? Je disais que le livre d'Olivier Schrauen sur son grand-père, donc le livre s'appelle Arsène Schrauen. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi, que j'avais adoré. Merci Colin. Il y a encore une question de Marie H. Canet. Voilà, Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Marie? Vous m'entendez? Ah, oui, une petite voix en attendant de vous apercevoir. Donc, allumez votre caméra, n'hésitez pas. Oui, c'est allumé normalement. J'ai une petite question un peu plus spécifique sur les 2 premières pages par lesquelles vous commencez et les 2 dernières pages. Donc, les 2 premières pages, c'est juste vous expliquer que vous vous mariez et que la personne se marie. Je ne sais pas si c'est vous. Et c'est pour faire plaisir à sa famille, parce qu'ils se réjouissent. Et les 2 dernières pages, j'ai pas tellement su quelle était la conclusion, parce que c'est les 2 personnages, au début, ils sont accolés, et puis après, c'est plus l'un qui trimballe l'autre. Est-ce que c'est censé être soi-même? Est-ce que c'est une seconde peau? Est-ce que c'est l'idée que on s'accepte, et que vous dites juste avant, oh, c'est une liste d'angoisse qui est renouvelée à chaque fois, donc même quand on parvient à résoudre certains questionnements, il y en aura d'autres, et même peu importe s'ils sont aussi importants ou moindres. Est-ce que les 2 dernières pages, quelle était l'idée? En fait, je ne sais pas trop, mais je sais que J'ai l'impression que vous avez à peu près compris l'idée. Je ne voulais pas donner toutes les réponses, et que c'est à chacun, on a ses propres doutes. Et je voulais juste dire, à part ça, que j'ai trouvé la BD hyper réconfortante sur plein de points, sur plein d'émotions. Je pense que beaucoup se sont retrouvés dans vos mots, et ça donnait un sentiment un peu de clarifier beaucoup de choses en soi, de l'histoire de chacun, je pense. Merci. Merci. Merci Marie.
Oui, pour revenir sur ces pages, en fait, ces pages sont des pages de rêves. C'est pas précisé que ce sont des rêves, mais bon, assez rapidement, je pense qu'on peut s'en rendre compte, notamment le rêve où je raconte que je tue plusieurs personnes. Là, ce ne sont pas des faits avérés. Mais donc, ce que je voulais montrer, c'était une évolution en fait par l'inconscient, c'est-à-dire qu'au début du livre, le personnage, le je, se marie pour faire plaisir à sa famille sans volonté réelle, en ne sachant même pas à qui la personne va se marier. Et puis à la fin du livre, après avoir retrouvé, après s'être reconnecté en fait à son désir propre, à la fin du livre, il y a cette idée de transporter quelque chose avec soi et puis de pouvoir s'en défaire à un moment. Et donc après, bon, chacun peut l'interpréter suivant son regard. Moi, je vois ça comme une façon de se dire, ben voilà, j'ai transporté avec moi certaines choses plus ou moins lourdes. Et puis peut-être qu'à un moment, je peux m'en défaire et peut-être que je peux marcher plus facilement. Je sais pas. C'est une conclusion en tout cas. On a encore le temps et j'avais promis à Floriane de revenir à elle pour poser sa deuxième question en attendant qu'elle revienne, qu'elle allume sa caméra à nouveau. Est-ce que Juliette Mancini, vous pouvez nous parler des corps? Parce que vous représentez beaucoup les corps, mais surtout les corps en mutation, c'est-à-dire vous prenez des personnages à différents âges de leur vie. J'avais eu cette discussion avec Riyad Satouf qui disait que lui, pour Esther, parce que lui, il a un exemple concret, il n'allait la voir qu'une seule fois par an et il réajustait son dessin. Vous, comment vous avez fait justement parce que ce qu'il y a de plus dur, moi, j'ai l'impression dans la bande dessinée, c'est de faire vieillir un personnage. Oui, alors bon, j'ai un personnage qui existe sous 4 formes, c'est-à-dire dans la petite enfance, vers 2-3 ans, à 7 ans, non, même 5 formes, à la quinzaine, et puis ensuite 20 et 30 ans. Bon, déjà dans l'adolescence, il y a quelque chose, un rapport au corps qui est un peu plus maladroit, on va dire. Donc dans le dessin aussi, on peut le sentir. Une coupe de cheveux, pas forcément des plus réjouissantes. Et puis après, voilà, il y a des détails. Les coupes de cheveux, par exemple, ça permet de situer le personnage plus facilement. Et je sais pas, c'était un peu une question que je me posais avant de le faire lire à d'autres gens. C'était est-ce que les gens vont réussir à suivre la lecture, à suivre le passage des époques, etc. Parce que c'est pas du tout linéaire et du coup je me disais, ça peut être complètement perturbant. On peut se dire, mais qui sont tous ces personnages? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, etc. Puis en fait, je pense que ça n'a pas tellement d'importance qu'on arrive à resituer précisément, là, le personnage a 14 ans, là, il a 20 ans, etc. C'est peut-être pas si important. Merci Juliette Mancini. Alors, est-ce que c'était bien Floriane qui voulait vous poser une question? Floriane, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, mais en fait, c'était Joanne. Ah oui, pardon, c'est moi. Joël, c'est à vous alors. Et vous aurez l'extrême privilège de poser la dernière question à Juliette Mancini. Merci beaucoup. Alors moi, ça revient un peu sur des thèmes qu'on a déjà abordés, mais du coup, cette idée d'éveil, moi, ça m'avait beaucoup intéressée. En fait, le fait aussi que vous le dessiniez en cases sur cette page de couverture, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est des espèces de périodes de votre vie que, au fur et à mesure ou un peu en même temps, en tout cas, vous arrivez
à éclairer, ou en tout cas pour chaque petite chose, vous effectuez un travail qui vous permet de comprendre mieux ce qui s'est passé ou mieux comment vous interagissez avec ces choses. Et du coup, on a presque l'impression que vous présentez l'équivalent d'un travail de thérapie, ou en tout cas qu'il y a une espèce d'exorcisation de votre expérience, mais qu'à la fois, c'est quelque chose que vous proposez au lecteur où chacun peut tout à fait se reconnaître. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal de moments oui, effectivement, ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Voilà. Et que, ouais, il y a ce côté aussi de presque proposer au lecteur d'effectuer ce même travail, ou en tout cas de se retrouver dans le travail que vous avez fait. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez en parler, ou si ça correspond à quelque chose à laquelle vous avez pensé. Oui, en couverture, donc il y a ce corps de femme musclée, bodybuildée, qui est recouverte par endroits d'attributs moins virils, enfin plus féminins, plus doux, plus sexy aussi. Voilà. Et puis il y a cette case qu'elle tient dans la main, avec un petit sourire crispé qui est comme un masque qui vient recouvrir son visage. Et ce que je voulais montrer, c'était à la fois ce corps qui est peut-être en construction ou qui est en déconstruction. Et je pense que tout le récit, c'est un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, là, c'est de la construction, quoi, construction de soi. Et puis, en fait, non, c'est de la déconstruction. C'est-à-dire que c'est prendre conscience de mauvais réflexes, par exemple, prendre conscience de certaines choses, avoir aussi des moments de prise de conscience difficile, quoi, sur son histoire familiale, etc. Et c'est un récit qui, en effet, peut être perçu comme une analyse thérapeutique, quoi. Je pense que dans les récits de l'intime, il y a toujours cette idée de réflexivité, de réfléchir à ce qui nous traverse, ce qui nous travaille, pour essayer de comprendre l'humain d'une façon plus générale. Donc voilà, moi j'ai été très marquée par des récits autobiographiques. Alors bon, je cite Annie Ernaux par exemple dans Éveil, mais d'autres auteurs, Sirius Vett, Paul Auster, des auteurs qui ont écrit sur des expériences personnelles. Je trouve ça tout à fait fascinant, et parce que en effet, même si c'est des personnes radicalement différentes de nous, malgré tout, il y a quelque chose, on peut être complètement touché et se dire, mais oui, mais c'est exactement ça, alors que on n'habite pas sur le même continent, etc. Et du coup, j'espère, j'ai fait ce livre aussi pour ça, parce que j'espère que ça va pouvoir toucher d'autres personnes qui vont se reconnaître dans ces expériences. Parfait, vous avez été vraiment parfait, tous les étudiants. Merci beaucoup, Juliette Mancini. Merci à vous. Ça a été vraiment très, très, très bien, très, très éclairant aussi. Adrien Landivier est-il avec nous? C'est à lui de conclure cette rencontre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été pour moi un bon moment, et j'ai appris plein de choses aussi bien sur votre bande dessinée, sur votre travail, Juliette Mancini, grâce aux questions des étudiants. Adrien, c'est à vous. Oui, merci. C'est juste pour vous remercier tous. Merci à tous pour ces super échanges. Merci beaucoup Juliette Mancini pour votre présence et votre disponibilité. Merci Toufik pour la super animation. Et bien sûr, merci à tous les étudiantes et étudiants jurés qui étaient présents à cette rencontre. On se retrouve, nous tous ensemble, pour la prochaine rencontre ce jeudi à 18h, et ça sera avec Alix Garin pour la BD Ne m'oublie pas. Merci à tous et bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.